La nuit était tombée doucement sur l'autoroute nationale, quelque part entre Lyon et Bordeaux. Il n'y avait pratiquement personne sur la route à cette heure, juste quelques lumières lointaines, et le bruit régulier du moteur de l'imposant. Les camions de Julien rompaient ce silence épais. On pouvait sentir la fatigue de la journée peser sur ses épaules. Cela faisait déjà 8 heures que Julien roulait, transportant tout un chargement de matériel électronique dernier cri, destiné au plus grand centre commercial de la Gironde. Cette cargaison valait une vraie petite fortune, et avec la pression du patron qui voulait la livraison à l'aube, la responsabilité semblait lui coller à la peau. Julien laissait parfois son esprit vagabonder. Il pensait à Manon et Lucie, ces 2 filles qui attendaient son retour, et à Sophie, sa femme, qui lui reprochait souvent de ne jamais être à la maison pour le dîner. À chaque pleine lune sur les routes, il se promettait que ce serait la dernière nuit loin des siens. Mais la vie de routier, en France, on le sait, n'offre guère de pause. C'est alors que, sortant presque de nulle part, il distingue une silhouette debout sur le bas-côté. Une femme toute seule, vêtue d'un manteau qui ressort à peine sous la faible lumière jaune des phares. Elle agite la main, visiblement en détresse. L'instinct de Julien, forgé par 15 années à traverser l'Hexagone, lui crie de « continuer ». On lui a tant répété qu'il ne fallait jamais s'arrêter dans la nuit, encore moins pour un inconnu. Entre les histoires de vol, les fausses pannes et les guet-apens de plus en plus fréquents sur cette portion de route, tout le monde préfère fermer les yeux et passer son chemin. Mais en croisant le regard de cette femme, quelque chose s'accroche à son cœur. La peur de l'imprévu lutte contre le remords à venir, et les souvenirs s'invitent. Son père lui répétait toujours de ne jamais laisser quelqu'un dans la galère, surtout quand le vent souffle mauvais. Julien ralentit, hésite encore, un instant. Ses mains se crispent sur le volant. Il pense au danger, mais aussi à sa propre conscience. Finalement, il inspire profondément, cherchant un signe. À contre-courant de sa propre prudence, il enfonce doucement la pédale de frein. Enveloppée dans une veste simple qui semblait avoir vécu bien des hivers, Claire s'approche du camion, sans la moindre hésitation. Elle porte sur l'épaule un sac en toile si usé qu'on devine que ce n'est pas la première fois qu'elle se retrouve sur la route à la tombée de la nuit. Julien baisse la vitre, les mains toujours prêtes au moindre événement. Elle le regarde franchement et, d'une voix calme, presque trop calme pour la situation, le remercie. « Merci, monsieur, vraiment. J'ai eu un souci. Je ne veux surtout pas déranger votre trajet. » Son sourire est poli, mesuré, mais il ne convainc pas vraiment. Julien sent que tout est réfléchi, un peu comme ses discours appris à l'avance. Il lui fait signe de monter à bord, vérifiant discrètement que rien ne sort du sac. La porte claque, le moteur ronronne de nouveau, mais l'air entre eux devient tout de suite lourd. Claire glisse sur le siège passager et pose son sac près de ses pieds, sans vraiment le lâcher des yeux. Julien recommence à rouler, un peu trop vite, pris par une gêne qui prend toute la cabine. Aucun des deux ne parle au début, seul le bruit du diesel et des pneus sur l'asphalte brise le silence. Mais Julien la voit du coin de l'œil. Elle jette un regard rapide, presque professionnel, sur le tableau de bord, lui demandant si tout va bien, mais, intérieurement, il sent que c'est le contraire. Ses yeux glissent sur le GPS, puis sur le traceur de sécurité fixé près du volant. Et elle ne fait pas semblant de s'intéresser à la météo ou à la radio, comme la plupart des autostoppeurs. C'est comme si chaque bouton, chaque écran, lui était familier. Ce simple détail met Julien mal à l'aise. Il ne sait plus s'il vient de rendre service à une femme en difficulté ou s'il vient justement d'ouvrir la porte à une tuile. L'ambiance qui règne dans la cabine n'a rien à voir avec les rencontres habituelles sur la route. Elle est tendue, pleine de sous-entendus qu'il ne sait pas encore nommer. Julien tente de se concentrer sur la route, mais tout l'intrigue chez cet inconnu au calme étrange et au regard trop avisé. Julien, cherchant à chasser ce malaise qui s'est installé entre eux, tente d'adopter une attitude détendue. Il regarde furtivement Claire, puis jette un coup d'œil sur la route qui s'étend, vide, à perte de vue. Il se décide à rompre le silence. « Vous allez où exactement? Je peux vous déposer quelque part sur la nationale ou vous emmener? Jusqu'à Bordeaux, si c'est votre direction. »
Il essaie de paraître naturel, l'air de rien, comme s'il faisait ça tous les jours pour des inconnus. Claire tourne la tête vers lui, sans vraiment sourire cette fois. Sa réponse, simple, mais assez étrange, tombe comme un couperet dans la cabine. Où vous allez, Samira? Rien d'autre, pas de précision, pas d'adresse, aucune histoire sur un rendez-vous raté ou une famille à rejoindre. Julien sent immédiatement un froid s'installer, comme si un courant d'air venait d'ouvrir toutes les fenêtres du camion. Le silence revient rapidement, encore plus pesant qu'avant. Julien sent le stress grimper doucement. Il se concentre sur le ruban d'asphalte devant lui, mais sans jamais perdre Claire des yeux. Parfois, elle regarde par la fenêtre, semblant compter les arbres dans l'obscurité. D'autres fois, elle observe le GPS ou le téléphone de Julien posé entre les deux sièges. Tout est tranquille, et pourtant, tout sonne faux. Ils roulent comme ça, chacun enfermé dans ses pensées, la cabine se transformant en un drôle de cocon où le temps semble ralentir. Les panneaux d'indication défilent, signalant des villages endormis que ni l'un ni l'autre ne mentionnent jamais. Julien ne reconnaît plus l'ambiance habituelle des trajets nocturnes. Au lieu de la routine, il ressent une inquiétude sourde, une tension difficile à expliquer. Il repense à tous les conseils reçus de ses collègues routiers sur les risques du métier et se demande s'il n'a pas commis une erreur, même s'il n'a rien à se reprocher. Au fur et à mesure que la route avale les kilomètres, Julien réalise qu'il n'est pas seul, mais la présence de Claire n'a rien de rassurant. Ce n'est plus du tout une simple passagère de fortune. Il ressent sa présence comme une menace latente, subtile, qui vient troubler toutes ses certitudes. Le silence dure, s'étire, presque insupportable, jusqu'à ce que Claire décide, soudain, de parler. Sa voix résonne doucement dans la cabine, éveillant Julien de ses pensées brouillées. « Dis-moi, Julien, est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir tout plaquer, de prendre une autre route, de changer de vie complètement ?» Il sursaute, ne cachant pas sa surprise. Jusqu'à présent, il n'avait pas prononcé son prénom devant elle, du moins c'est ce qu'il pense, et il sent une angoisse froide remonter le long de son dos. Il tourne lentement la tête vers Claire, cherchant dans son visage une explication ou au moins un indice qu'il aurait pu oublier. Mais elle reste impassible, fixant la route devant elle, comme si elle venait de poser une question ordinaire à un camarade de longue date. Julien se tait quelques secondes, cherchant ses mots, son esprit virevoltant autour de la question la plus évidente. Comment cette femme connaît-elle son prénom? Il inspecte mentalement la cabine, essayant de se souvenir s'il portait un badge ou si son nom était affiché quelque part, mais rien ne lui vient à l'esprit. L'ambiance change du tout au tout. L'espace clos de la cabine, auparavant simplement malaisant, devient soudain oppressant. L'air semble plus lourd, chaque respiration plus difficile. Le contrôle du moment, qui lui appartenait encore quelques minutes plus tôt, lui échappe. Des mains, et Julien sent naître dans sa poitrine une inquiétude qu'il ne sait plus maîtriser. Il regarde discrètement Claire, cherchant à voir si elle a repéré son malaise. Mais son regard reste vague, presque rêveur. Julien essaie de balbutier une réponse, joue la carte de l'humour. Tout le monde y pense parfois, non? Mais la vie, ce n'est pas si simple. Son sourire forcé n'échappe à personne, surtout pas à Claire, qui n'ajoute rien mais laisse flotter un silence lourd de sous-entendu. Pour la première fois depuis qu'il a pris la route ce soir, il regrette d'avoir ralenti près de ce bas-côté. La route paraît soudain bien plus longue, et la réalité qu'il croyait maîtriser lui glisse entre les doigts, comme si cet inconnu savait déjà bien plus sur lui qu'il n'ose l'imaginer. Sans prévenir, Claire plonge la main dans son sac élimé et en sort un épais paquet enveloppé d'une vieille feuille Kraft. Elle pose tout doucement l'enveloppe sur le tableau de bord. Julien ne peut s'empêcher de jeter un regard, croyant à une simple liasse de papier. Mais en un coup d'œil, il comprend que ce n'est pas le cas. Les liasses de billets, en petites coupures, débordent presque du carton plié. Il n'a jamais vu autant d'argent aussi près de lui, même si ce n'est pas le genre à rêver de loterie.
Claire ne perd pas une seconde, elle parle droit au but. Sa voix, calme comme si elle commandait un café, tranche. Il suffit que tu joues le jeu. Demain matin, on découvrira ton camion vide dans une aire peu fréquentée. Personne ne te blâmera, tout le monde pensera à un vrai braquage. Tu disparais, on partage cette somme, et toi, tu pourras changer de vie, plus vite que tu ne l'as jamais imaginé. Pourtant, il n'y a ni menace, ni envie de convaincre dans sa voix, juste un ton direct qui glisse sur lui. Le cœur de Julien tambourine dans sa poitrine. Il sent la sueur courir le long de ses tempes, la chemise lui colle dans le dos. Même le silence semble changer d'épaisseur, comme si une ligne venait d'être franchie. Il ne sait plus s'il veut regarder l'enveloppe ou la rejeter du bras, mais le simple poids de tout cet argent trouble sa vision des choses. L'idée s'infiltre, vicieuse, parfaitement, réelle. Depuis des années, Julien se débat avec ses salaires trop petits, ses factures empilées sur la table du salon à Bordeaux, le regard fatigué de Sophie, les escapades promises aux enfants jamais réalisées. Maintenant, là, dans la pénombre du camion, la tentation a un visage, une forme précise, et elle s'appelle opportunité. Un coup de volant, une histoire inventée, et il pourrait enfin tout envoyer valser. Patron, horaires impossibles, dette, routine. Il n'a jamais cru être un homme à basculer, mais l'enveloppe semble aspirer toutes ses bonnes résolutions. Pendant un instant suspendu, la vie ordinaire paraît loin, et Julien n'a jamais été aussi proche de tout quitter pour un rêve de liberté achetée, prêt à trahir tout ce qu'il croyait être. La voix de Claire ne tremble pas. Elle reste, imposée, presque douce, comme si elle parlait du plus banal des projets. Elle décrit précisément chaque étape, où garer le camion sur une aire de repos du côté de Marmande, comment couper le GPS sans laisser de traces, à quel moment faire semblant d'appeler les secours. C'est limpide, méticuleux. Elle raconte ça sans une émotion, comme si elle avait déjà orchestré cette scène des dizaines de fois. Julien, tu n'auras rien à craindre. La police cherche rarement dans la bonne direction. Personne ne sait jamais rien, crois-moi. Dans 2 jours, on sera déjà loin, une nouvelle vie devant nous, et tout ce qui pèse sur tes épaules aura disparu. À mesure qu'elle parle, la promesse d'impunité s'insinue dans chaque mot. Elle insiste sur la sécurité, la propreté du plan, l'incroyable facilité. D'après elle, personne ne paiera le moindre prix pour tout ça. Julien écoute, mais il a du mal à se concentrer vraiment. Au fil de ses paroles, sa propre tête se remplit d'images du quotidien qu'il connaît trop bien. Il revoit Manon qui éclate de rire dans la cour de l'école, Lucie qui s'obstine à vouloir finir son dessin malgré l'heure tardive, et puis Sophie qui ferme les yeux en lui disant qu'elle lui fait confiance, qu'un jour, la fatigue passera. À chaque fois qu'il croit se laisser convaincre par ce plan presque trop parfait, une voix en lui hurle que c'est un pas de trop, qu'il trahirait tout ce qui lui importe. Il serre le volant, hésite à parler. Il se rend compte que la tempête qui gronde dans sa poitrine ne vient pas seulement de la tentation et de la peur. Il est partagé entre la promesse du changement et la fidélité aux siens, à cette famille qui lui a tant donné. L'enveloppe brille sous la lumière des phares, mais dans la cabine, le passé et le futur se bousculent. Chaque mot de Claire rend la décision plus pressante, mais aussi plus impossible. Avec la route qui défile toujours sous la nuit, le conflit qui ronge, Julien ne se voit pas, mais il est total. Il sent qu'il choisira bientôt, même si aucune option ne semble juste. La voix de Claire s'efface parfois, couverte par la mémoire des rires et des promesses faites trop souvent devant la porte d'un appartement de la banlieue bordelaise. Alors que la nuit s'étend sur les kilomètres de goudron, Julien sent la pression montait en lui, comme si le poids de l'enveloppe s'était logé directement dans sa poitrine. La perspective de cette somme d'argent le pousse à imaginer des scénarios qu'il s'était toujours interdit de rêver. Il se voit déjà dans une maison toute neuve, quelque part à la campagne près de Bordeaux, loin des factures qui s'accumulent chaque mois sur la table de cuisine et des appels insistants de la banque. Il imagine même pouvoir emmener Manon et Lucie passer des vacances au bord de l'Atlantique,
quelque chose que les autres familles racontaient, mais que lui ne pouvait jamais offrir. Mais à mesure que ces images prennent forme, la honte s'infiltre dans ses pensées. Il s'en veut déjà d'y croire, d'oser penser que tout pourrait changer aussi facilement, d'un geste décidé, sans retour en arrière. La culpabilité vient cogner à la porte. Il pense à ce métier qu'il a toujours fait honnêtement, à la confiance de ses collègues qui l'ont connu droit et sérieux depuis tant d'années. Il se demande ce qu'ils penseraient, comment leur regard changerait s'ils découvraient qu'ils s'étaient laissés tenter. Au fond de tout ça, c'est le visage de Sophie qui apparaît avec le plus de force, son sourire fatigué, ses mains posées sur la bouilloire le matin, le silence complice de certains soirs où tout allait mal, mais où elle restait debout près de lui. Est-ce qu'elle arriverait, un jour, à comprendre un tel choix? Ou bien serait-ce la trahison de trop, et celle qui casse tout pour de bon? L'incertitude tourne dans sa tête, ronge un peu plus sa résistance à chaque minute. Julien essaye de se convaincre qu'il fait ça pour sa famille, que l'argent permettrait à Sophie de respirer enfin, aux filles de ne manquer jamais de rien. Mais même cette pensée ne suffit pas vraiment à effacer la honte. Ce combat intérieur fait de petits sursauts, de silences épuisants, et chaque mètre avalé sur la nationale devient une épreuve. Tout semble suspendu à ce choix impossible. La tentation le tire d'un côté, la peur de tout perdre le ramène de l'autre, et il sent bien qu'aucun futur ne sera jamais simple après ça. Claire, qui n'a pas lâché Julien des yeux, depuis quelques minutes, brise le silence avec une remarque cinglante. « Tu sais, c'est justement parce que t'es droit qu'on te propose ça. T'es le genre de gars en qui tout le monde a confiance. Les patrons laissent tourner tes comptes sans vérifier. Tes collègues savent que tu ne touches jamais à rien. C'est pour ça que ça marche toujours avec des types comme toi. » Son ton n'est ni moqueur ni méchant, mais il touche exactement là où ça fait mal. Julien sent le poids de ses paroles au fond du ventre. Tous les efforts, toutes les années passées à refuser la facilité, tout avait servi à quoi? Juste à devenir la cible parfaite pour le plan d'une inconnue. Cette révélation blesse, d'une manière inattendue. Pendant longtemps, il avait cru que sa réputation était sa seule vraie richesse, cette petite lumière qui lui restait les soirs de doute. Maintenant, entendre que sa droiture n'est qu'une faiblesse aux yeux de certains, qu'elle le rend prévisible et donc facile à manipuler, réveille en Julien une colère froide. Il sent la honte se transformer peu à peu en une forme sourde de révolte. Il refuse d'être utilisé, d'être réduit à une case dans un jeu où chacun cherche son profit. Le fait d'être perçu comme facile à tenter donne un goût amer à chacune des options qui s'offrent à lui. Cette agitation intérieure vient tout bousculer. Lui, qui était presque sur le point de céder, sent maintenant une force nouvelle grandir dans sa poitrine, une flamme discrète mais réelle. Pour la première fois depuis des kilomètres, il reprend un peu le contrôle. La perspective de tout perdre, même sa propre estime, le ramène à la raison. Il comprend que s'il accepte, il ne sera plus jamais vraiment libre, toujours redevable à quelqu'un, toujours hanté par ce choix. Julien serre la mâchoire, prend une grande inspiration. Claire le regarde, impatiente, attendant une réponse. Mais au lieu de parler, il repense à tout ce qui compte. La promesse qu'il s'est faite d'être un modèle pour ses filles, l'exemple silencieux qu'il voulait laisser derrière lui. La tentation ne disparaît pas, mais elle n'a plus la même emprise sur lui. Il devine qu'un simple mot, un geste de trop, suffirait à changer son histoire pour toujours. Et il n'est pas prêt à se laisser acheter, même si le prix paraît alléchant. La respiration lourde et le cœur battant, Julien sent l'élan de la colère résonner jusque dans ses mains qui tremblent légèrement sur le volant. Une certitude nouvelle monte en lui, rapide et solide. Il n'a pas tout contrôlé, ça non, mais il peut reprendre la main sur la suite. Au beau milieu d'un échangeur désert, il freine sans prévenir. Le poids du camion ralentit l'ensemble. La cabine secoue, et les phares forment des faisceaux un peu irréels sur la glissière de sécurité. Julien se tourne alors vers Claire, son visage fermé, le regard comme durci par l'épreuve intérieure qu'il vient de traverser. Il ne laisse aucune place à la discussion.
Sa voix, d'habitude plutôt douce, coupe court, chaque mot s'imposant comme une pierre posée sur le sol. « Tu descends. Maintenant, je ne veux plus rien savoir. » Le silence s'installe, chargé, à la limite du supportable. Claire reste, et figée un instant, bouche entr'ouverte, cherchant visiblement à comprendre s'il plaisante ou non. Les billets sont toujours là, la tentation encore palpable, mais Julien la regarde comme si plus rien dans ce monde ne pourrait le faire changer d'avis. Le geste de refuser n'est pas simple, ni même naturel. Il ressemble à un arrachement. Dire non à ce genre de proposition, c'est repousser l'idée même d'un raccourci, refuser de devenir quelqu'un d'autre pour de l'argent. Julien sent la difficulté jusque dans ses muscles, dans cette façon qu'a son propre corps d'avoir à lutter contre la tentation et la peur du lendemain. Un refus comme celui-ci, il le sait, n'est pas sans conséquence. Il ignore comment Claire réagira, ce qui pourrait se passer après. Mais au fond, il sent aussi une paix étrange, un soulagement qui vient effacer une partie du poids des derniers kilomètres. Claire finit par rassembler ses affaires, lentement, comme si elle attendait jusqu'au dernier moment une hésitation, un mot qui changerait tout, mais rien ne vient. Elle descend du camion sans protester, fermant la portière avec une prudence presque respectueuse. Julien la regarde s'éloigner sur l'air, l'enveloppe toujours sur le tableau de bord. Il reste un long moment immobile, respirant fort, éprouvant presque physiquement ce qu'il vient de préserver, sa liberté, son intégrité, même si l'avenir reste incertain. Le claquement de la portière résonne fort. Dans l'habitacle, puis Claire ne bouge plus, plantée là sur le bitume, refroidie d'un coup par la nuit. Julien jette un dernier regard dans le rétroviseur. Elle reste immobile, silhouette figée, mêlée aux ombres de la route nationale. Il appuie alors sur l'embrayage, repasse la première vitesse et quitte l'air d'un coup brusque. Le moteur gronde, mais dans la cabine, le silence est plus pesant que jamais, presque oppressant. Il s'imagine que maintenant, le pire est derrière lui. Pourtant, chaque mètre avalé dans l'obscurité ajoute un nouveau doute. La présence de Claire flotte encore à ses côtés. Il croit entendre ses paroles résonner comme si la tentation n'avait jamais vraiment quitté le camion. Son cœur tape fort dans sa poitrine, pas de soulagement, mais cette sensation étrange que quelque chose a changé, qu'un équilibre s'est déplacé dans sa vie. La route paraît plus longue, la nuit moins rassurante. Julien se demande ce qui va arriver. Et s'il croisait encore des personnes comme Claire? Et si, un jour, elle revenait ou envoyait quelqu'un? Son esprit, au lieu de savourer la victoire d'être resté honnête, imagine 1000 problèmes. Comment expliquer à Sophie ce qu'il a vécu? Devrait-il mentir, cacher ou tout raconter en espérant qu'elle comprenne les choix difficiles? Un qu'on impose parfois à ceux qui ne cherchent que la tranquillité. Tous ces scénarios se mêlent à la peur de représailles, à l'idée d'avoir peut-être mis en danger ce qu'il essaie justement de protéger. Le poids de l'enveloppe, abandonné, finit par peser davantage que s'il avait accepté l'argent. Julien réalise qu'on ne sort jamais vraiment indemne de ce genre de nuit. Il porte sur ses épaules l'inquiétude d'avoir refusé un trop gros secret. Et si, demain, quelqu'un apprenait pour la proposition? Ou pire, s'il avait, sans le savoir, réveillé des personnes prêtes à tout pour sauver leur plan. La fatigue rend tout confus. Pourtant, même dans la crainte, il tient dur à ce choix. Il sait que la vie ne sera jamais simple, que le bonheur ne viendra pas du jour au lendemain parce qu'on a dit non à l'argent facile. Il n'a aucune certitude sur la suite. Mais au fond, il sent que quelque chose de précieux tient bon en lui, comme s'il s'était prouvé à lui-même plus qu'à quiconque qu'il pouvait rester droit, même dans la nuit la plus noire. Les Sutton, 2 jours qui suivent, sont tout sauf ordinaires pour Julien. Dès le retour au dépôt de la société Transrive, il sent qu'il n'arrive plus à tout à fait retrouver sa place. Il dort par à-coups, se tourne souvent dans le lit, réveillant même Sophie qui, inquiète, commence à lui poser des questions. Il invente des excuses, parle vaguement de la fatigue, de la pression des trajets qui s'accumulent. Mais la vérité, c'est que le souvenir de Claire,
Son regard froid et cette proposition qu'il a rejetée viennent le hanter quand il serait censé se reposer. Au travail, Julien finit sa tournée comme toujours. Il vérifie 2 fois le chargement, serre la main du chef d'équipe, offre un sourire automatique à ses collègues, mais tout lui semble différent. Il a la sensation étrange qu'autour de lui, tout le monde pourrait savoir, que la moindre question banale cache une interrogation sur ce qu'il aurait pu faire. Il est à la fois fier de sa décision de ne pas avoir cédé et rongé par l'obsession de ce qu'il aurait pu perdre. L'idée de l'argent facile, du futur sans dette, s'invite encore parfois dans ses pensées, mais c'est aussitôt la peur de s'être mis en danger qui prend le dessus. Le soir, à la maison, il regarde ses filles dessinées sur la table du salon, joue à leur inventer de petites histoires pour masquer son trouble, sans la chaleur du quotidien, mais reste en retrait. Sa conscience le travaille sans relâche. Il aurait tant aimé effacer ce moment, faire comme si rien ne s'était passé, retrouver le Julien d'avant. Pourtant, quelque chose résiste en lui, cette impression d'avoir traversé un passage sans retour. Il a beau avoir livré la marchandise sans faute, personne n'a rien suspecté, pas même le contremaître. Mais Julien sait. Parfois, l'image de Claire sur le bord de la route s'impose, avec son sourire impénétrable, comme si elle lui rappelait en silence le risque qu'il avait couru, la tentation qu'il avait dû combattre. Julien comprend qu'il ne pourra sans doute jamais oublier. Il évite de trop parler, préfère garder cette nuit pour lui, tout en cherchant à avancer, un peu plus conscient de ses propres limites et des choix qui façonnent une vie. Lorsqu'il termine sa semaine au volant de son camion, Julien pense enfin toucher la fin de ses tourments. Mais au moment de la dernière livraison du vendredi matin, il entend son prénom résonner dans le haut-parleur du garage. Julien, bureau du directeur général tout de suite. D'habitude, il n'a jamais affaire à ce genre d'endroit, et la simple annonce suffit à faire bondir son cœur dans sa poitrine. Dans la salle de pause, ses collègues échangent des regards étonnés, certains lui adressant une tape sur l'épaule, mi-inquiet, mi-curieux. Personne n'est convoqué là par hasard. Dans une entreprise comme Transrive, ce genre de rendez-vous n'annonce presque jamais rien de bon. Julien se dirige lentement vers le bâtiment administratif, la boule au ventre. Le couloir paraît plus long que d'habitude. Ses pas résonnent sur le carrelage. Le moindre bruit semble amplifié par le silence qui règne autour. Arrivé devant une grande porte vitrée, il hésite avant de frapper, se demande s'il doit respirer plus fort, revenir en arrière, mais il n'y a plus de choix maintenant. Une secrétaire qu'il n'a croisée que 2 ou 3 fois lui fait signe d'entrer d'un air détaché. À l'intérieur, l'ambiance tranche radicalement. Avec l'agitation du hangar, tout est bien rangé, froid, chaque chose à sa place. Le directeur général, M. Martin, est assis derrière un bureau massif, des dossiers soigneusement empilés devant lui. Julien ne s'est jamais retrouvé face à cet homme, sinon de loin, lors des fêtes de fin d'année. Le simple fait de devoir s'expliquer ici active le doute dans sa tête. Est-ce qu'on a découvert quelque chose ? Une caméra aurait-elle filmé la pause nocturne sur l'aire d'autoroute? Aurait-on remarqué une attitude différente? Les pensées filent plus vite que ses mots, le corps immobile mais le cerveau en panique. Il imagine déjà le pire, la honte face à ses collègues, devoir tout raconter à Sophie, perdre le travail qui nourrit la famille depuis plus de 15 ans. Julien serre les poings dans ses poches, essaie de respirer lentement. Il jette un regard rapide aux murs sans décoration, aux classeurs étiquetés, comme si chaque détail du décor pouvait lui donner un indice sur ses chances de repartir d'ici avec son contrat en poche. Quand Julien entre dans le bureau, ce n'est pas seulement M. Martin qui l'attend derrière le bureau massif, mais aussi Claire, celle-là même qui 2 nuits plus tôt lui avait proposé l'enveloppe sur l'aire d'autoroute. Sauf qu'aujourd'hui, elle est méconnaissable, tailleur sombre, cheveux attachés, dossier à la main, le visage sérieux et détendu. Plus aucune trace de la tension nerveuse ou du regard suppliant. À côté d'elle, Martin, droit, observe. Chaque réaction de Julien sans un mot.
Julien reste figé quelques secondes. Son cerveau peine à croire ce qu'il voit. Le souvenir de Claire sur le bord de la route se superpose à celle qui, maintenant, incarne l'autorité du siège social. Tout s'entremêle, la peur, la surprise et un début de colère. L'ambiance, déjà glaciale, devient franchement étrange, presque irréelle. Julien ne sait plus s'il est venu ici pour rendre des comptes, ou s'il est l'objet d'une plaisanterie, d'un goût douteux. Monsieur Martin prend la parole en premier, le ton posé mais ferme. Il explique que Claire travaille en réalité pour le service de sécurité interne de Transrive, que des opérations ponctuelles sont menées pour tester, en conditions réelles, la fiabilité des employés. Julien a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Il regarde Claire, qui confirme, cette fois d'un ton posé, qu'il s'agissait bien d'un test, une mise à l'épreuve organisée du début à la fin. Elle détaille même ses changements de rôle dans l'entreprise, passant d'une filiale à l'autre pour mener le genre de mission qui vise à vérifier, de façon parfaitement anonyme, qui reste intègre quand l'occasion de basculer se présente. Les morceaux du puzzle s'assemblent à contre-cœur dans l'esprit de Julien. Ce qu'il voyait comme un danger, une tentation destructrice venue de l'extérieur, était en fait calculé et surveillé. Le stress du voyage, la peur d'avoir mis en jeu sa vie familiale, tout partait d'un plan monté depuis les bureaux mêmes où il se trouve. Le regard de Claire ne porte plus aucune animosité. Elle garde simplement un calme étrange, celui de quelqu'un qui connaît déjà la suite. Julien, bouleversé, comprend que les règles du jeu sont bien différentes de ce qu'il avait toujours imaginé. Monsieur Martin, d'une voix égale, commence à exposer la situation qui règne chez Transrive. Il raconte que la société traverse une période compliquée. Plusieurs de leurs camions ont été attaqués sur la route ces derniers mois, mais ce n'est pas tout. À chaque fois, les voleurs semblent avoir des informations très précises et des pertes financières importantes ont été enregistrées. Rapidement, les soupçons se sont portés sur une possible complicité interne. Les mesures habituelles n'avaient rien donné, alors il a fallu trouver une solution moins conventionnelle pour tester la loyauté des employés. Claire ne cache rien de plus. Elle explique clairement qu'elle est la fille du propriétaire et que ce genre d'opération secrète fait partie de son travail au sein de l'entreprise. Sans la moindre émotion, elle raconte le déroulement des précédentes simulations, les variantes dans les mises en scène, les différentes tentations proposées à ceux qu'elle choisit au hasard. Julien écoute, un peu sonné par l'ampleur de ce qui se jouait derrière les bureaux et les entrepôts qu'il croyait bien connaître. Il apprend que plusieurs chauffeurs, certains avec plus d'ancienneté que lui, n'ont pas résisté à l'appât de l'argent, acceptant les enveloppes ou fermant les yeux sur les détails qui auraient dû les alerter. Le malaise grandit. En Julien, la liste des collègues qui ont cédé n'est pas donnée, mais le simple fait de savoir qu'il est loin d'être le premier à être ainsi testé le rend à la fois soulagé et déçu. Il voit à présent différemment les rires, partagés aux pauses café, les discussions sur les salaires ou les difficultés du métier. Il se rappelle les visages qui semblaient assurés, peut-être déjà entachés par leur propre choix. Un poids silencieux s'ajoute à ceux qu'il porte déjà. En refusant l'offre, Julien a sauvé sa conscience. Mais il doit désormais vivre avec la certitude que beaucoup d'autres n'auraient pas eu la même force. Claire le regarde droit dans les yeux et pour la première fois montre un peu de respect dans son attitude. Elle reconnaît franchement combien ils sont rares, ceux qui tiennent bon. Julien comprend alors que ce test n'était pas qu'un simple jeu d'entreprise, mais une véritable épreuve morale, un moyen pour la famille propriétaire de savoir en qui placer leur confiance dans la tempête qui secoue Transrive. L'atmosphère dans le bureau prend une autre tournure, imprégnée d'un respect nouveau, mais empreinte d'une tension sourde. Monsieur Martin, après avoir expliqué la gravité de la crise chez Transrive, insiste sur l'attitude rare de Julien. Il souligne que dire non, dans le secret de la nuit, sans témoin, sans récompense ni menace immédiate, demande une force hors du commun.
Claire, qui quelques minutes plus tôt s'était montrée froide et distante, incline légèrement la tête et lui adresse enfin un sourire sincère. Elle confirme qu'ils n'ont pas observé beaucoup de réactions aussi droites que la sienne depuis le début de leur test. Julien, pourtant, ne se sent pas entièrement rassuré par ce compliment. Il y a une gêne persistante à l'idée qu'on a pu scruter les recoins de sa morale sans qu'il le sache, qu'on ait joué avec ses nerfs et ses convictions comme s'il n'était qu'une pièce parmi tant d'autres. Une part de lui aurait voulu que ses valeurs soient respectées sans épreuve, sans piège, et il ressent encore au fond de lui cette petite blessure d'avoir été un simple objet d'expérimentation. Même s'il aimerait savourer la reconnaissance, Julien sent bien que l'épisode a laissé une trace. Ses doutes l'assaillent. A-t-il vraiment agi par courage ou n'a-t-il fait que céder à la peur des conséquences? Avait-il choisi le bon chemin pour les bonnes raisons ou seulement pour ne pas risquer de tout perdre? Il questionne en silence le vrai sens de l'intégrité quand elle n'est observée par personne. Sauf qu'ici, malgré lui, tout avait été surveillé. Mais au fil des secondes, alors que les regards du directeur et de Claire restent posés sur lui, une espèce de fierté discrète commence à naître. Il réalise que, quelles que soient ses motivations précises, au fond, il a résisté là où beaucoup ont flanché. Ce sentiment, même inédit, apporte comme une chaleur au creux de l'estomac. Julien relève la tête, croise le regard de Claire sans peur. Pour la première fois depuis longtemps, il se sent à la hauteur, digne de confiance, même si tout n'a pas été fait dans la clarté ou la justice. La reconnaissance de ces deux figures, dans cet endroit où il se croyait jugé perdu, lui donne envie de tenir debout un peu plus fort, dans ce monde où tout bascule si vite et où personne ne sait jamais qui regarde vraiment. Julien s'attendait à tout en franchissant cette porte, sauf à ce que ses choix discrets ouvrent la voie à un avenir insoupçonné. Monsieur Martin, d'une voix déjà moins formelle, annonce que s'il a été convoqué aujourd'hui, ce n'est ni pour être grondé, ni pour voir son passé étalé devant lui. Bien au contraire. Après avoir échangé avec Claire, il explique que Transrive prépare depuis quelque temps un projet d'envergure, ouvrir une nouvelle antenne à Lyon. Selon le comité de direction, il leur fallait quelqu'un doté non seulement de compétences, mais d'une intégrité à toute épreuve, pour porter l'image de l'entreprise dans cette région clé. C'est pour cela que Julien a été choisi. La proposition le cloue sur place. On ne lui demande pas seulement d'abandonner son vieux camion, mais d'accepter une mission de confiance qui le placerait à la tête d'une équipe responsable de toute la logistique locale, du recrutement et même du développement de nouvelles solutions de transport. Il y aurait une grosse augmentation, une voiture de fonction, des horaires nettement plus stables et, promesse non négligeable, plus de temps pour ses filles et Sophie. La différence avec la proposition de l'enveloppe clandestine est flagrante. Il s'agit d'un vrai poste, public, gagné honnêtement et reconnu devant tous. Mais Julien, malgré l'honneur, n'accepte pas tout de suite. Il se rappelle trop vivement les années passées à suivre les ordres sans jamais être remarqué. Une vie entière en arrière-plan, à enchaîner les kilomètres dans l'anonymat et souvent dans le doute, l'a rendu méfiant devant les changements brutaux. Il ne peut s'empêcher de penser à tout ce qu'il risquerait de perdre ou de déranger ses habitudes, ses amitiés tissées dans la routine, la tranquillité relative du quotidien. Tout cela oppose une petite résistance intérieure. Pourtant, alors qu'il pèse le pour et le contre, le contraste avec ce qu'on lui a offert sur l'aire d'autoroute finit par émerger nettement. Là où l'argent facile promettait la peur et la honte, ce nouveau départ offre l'estime, la stabilité, le regard droit de sa famille à la maison, la possibilité de bâtir quelque chose visiblement honnête. Peu à peu, l'idée qu'il pourrait mériter mieux que l'invisibilité prend racine, même si la décision lui semble vertigineuse. Le choix devient alors un peu moins effrayant, comme si, face à la confiance affichée par Claire et Martin, il avait enfin le droit d'envisager un avenir autre que celui qu'on lui avait jusque-là assigné. Claire prend la parole, d'une voix calme, presque douce,
pour expliquer pourquoi ce choix leur semble si évident. Elle raconte que dans des moments où personne ne surveille, alors que la tentation rôde et que rien ne force à être honnête, c'est là que la vraie nature des gens ressort. Les entreprises peuvent élaborer tous les règlements du monde, pourtant rien n'égale la confiance qui se construit dans ce silence, là où l'intégrité ne rapporte aucun applaudissement. Monsieur Martin appuie ses propos. Dans une époque où tout le monde cherche à aller plus vite ou à tricher pour un profit immédiat, les personnes qui défendent leurs valeurs dans l'ombre valent 100 fois plus que n'importe quel discours. Sur la loyauté. Petit à petit, Julien sent que les mots s'impriment en lui. Il pense à toutes ces années où il a fait le boulot sérieusement, souvent sans remerciement, parfois même ignoré ou jugé trop effacé. Il se rend compte que cette fidélité, cette façon d'être honnête, sans jamais attendre de récompense, c'est justement ce que Claire et M. Martin cherchent à mettre en avant. Ce n'est pas l'homme qui a sauvé un convoi d'un accident, ou celui qui a réussi une livraison rapide qu'on remercie ici, mais celui qui, dans un moment d'ombre, a préféré rester droit. Il n'essaie même pas de retenir ses larmes. Elles roulent, lentes et épaisses, devant ces deux personnes dont il n'attendait absolument rien. Ce n'est pas de la tristesse, c'est un mélange puissant de soulagement, de fierté et d'un peu de chagrin face à tout le chemin parcouru. Julien comprend soudain que, même si personne n'a assisté à son choix près de la Nationale, ce moment silencieux était en réalité l'instant le plus important de toute sa carrière. Au milieu de l'asphalte et du vent de la nuit, alors que tout le monde dormait, c'est lui-même qu'il a refusé de trahir. Ce sentiment lui donne de la force. Il relève la tête sans cacher ses yeux rougis. Pour la première fois, Julien ne se sent plus effacé mais essentiel. La suite reste incertaine, bien sûr, mais il sait déjà que désormais, ce n'est plus la peur qui guidera ses décisions, mais cette conviction profonde d'avoir tenu bon face au noir de la tentation. Quand Julien quitte le bureau, il a la sensation étrange de marcher un peu différemment. Il serre ses affaires sous le bras, traverse le couloir aux murs couverts de photos de vieux camions Transrive et de portraits d'équipes passées. Chaque pas résonne comme un écho d'un soi plus solide, comme s'il avait laissé au fond de cette salle de réunion toutes ses hésitations et ses anciens doutes. Il se rend compte qu'il respire plus fort, la poitrine un peu gonflée de fierté. L'image de la Nationale, cette nuit froide où tout s'est joué, n'est plus un souvenir qu'il voudrait oublier. Elle est devenue une sorte de repère intérieur, un moment qu'il garde précieusement, non plus avec gêne, mais avec cette joie simple de savoir ce dont il est vraiment capable. En traversant la cour pavée, Julien sent le vent de Lyon venir jouer avec sa veste. Son téléphone vibre dans sa poche. Un message de Sophie qui lui demande si tout va bien et à quelle heure il rentre. Il tapote une réponse rapide, rassurant, sans détail pour le moment, mais il sait déjà qu'il aura des choses à raconter. Ce soir, soudain, chaque instant banal, un rayon de soleil sur un capot, l'odeur familière du café du distributeur, la salutation d'un collègue, prend une petite saveur nouvelle. Rien n'a changé en apparence, mais lui, il voit, désormais, tout différemment. Il prend conscience, en quittant les locaux pour retrouver son fourgon, que la vraie force n'est pas celle que l'on affiche quand tout le monde regarde, mais celle qui nous traverse là où personne n'est. Témoin. C'est dans la solitude de la route, quand aucun regard ne juge, que se construit un courage authentique, celui qui façonne le caractère sans jamais s'imposer par la parole. Julien sait que cette expérience sera déterminante pour ce nouveau chapitre qui s'annonce. La route sombre, qui lui avait semblé si lourde ce fameux soir d'épreuve, devient un symbole. La preuve qu'il a su tenir bon, garder le cap dans la tempête, choisir le meilleur de lui-même alors que tout incitait à flancher. Il n'a plus peur de la nuit, ni de ce que réserve l'inconnu. Désormais, chaque voyage, chaque pause, chaque reprise du volant lui rappellera qu'il s'est construit, tout simplement en restant fidèle à ses valeurs, loin des projecteurs, mais près de ce qu'il est vraiment. En rentrant chez lui ce soir-là, Julien a le cœur un peu lourd, mais rempli d'une énergie nouvelle.
Il tourne la clé dans la porte de l'appartement familial, reconnaît tout de suite les bruits de la maison. La télévision allumée dans le salon, les rires étouffés des filles qui se disputent pour finir un puzzle, l'odeur tiède d'un gratin qui vient du four. Sophie apparaît dans l'encadrement, remarque son air fatigué, mais d'un regard comprend que quelque chose de fort a traversé sa journée. Elle ne pose pas 1000 questions tout de suite. Elle s'approche, pose une main sur son épaule, puis le serre dans ses bras avec tendresse. Dans ce calme du retour, Julien sent que la tension qui l'a habité ces derniers jours s'efface peu à peu. Il partage le dîner avec les enfants. Pendant qu'il raconte des banalités de sa journée, Julien hésite un peu à tout expliquer. Il n'y a pas de mots faciles pour décrire l'intensité de ce qu'il a vécu, ce mélange de doute, de fierté et de peur aux abords de la Nationale ou dans les couloirs de Transrive. Mais à sa manière, il glisse quelques phrases, évoque le fait qu'il devra peut-être bouger bientôt pour un nouveau travail, souligne simplement que parfois, dans la vie, il faut tenir bon là où l'on croit qu'on est seul. Sophie écoute, attentive, sans pressing. Son regard le rassure. Elle accueille ses silences avec la même confiance qu'avant. Il comprend alors que l'essentiel n'a pas changé. Il pense au respect dans les yeux de leurs 2 filles, à leur façon de s'accrocher à lui lors du câlin de bonne nuit. Rien, pas même le salaire d'un poste prestigieux ou une prime inattendue, n'a autant de valeur qu'un foyer où la confiance circule sans bruit. En allant se coucher, Julien réalise que les gestes les plus simples sont aussi ceux qui forgent son exemple. Le lendemain, il devra peut-être annoncer un déménagement, donner du courage aux siens une fois encore. Mais là, dans le calme du soir, il sait que son histoire n'est plus faite de peur. Elle est guidée par cette conviction silencieuse, transmise à travers les regards, qu'il est possible de choisir l'honnêteté même dans les moments où personne ne regarde. Il découvre que le vrai héritage commence quand la crainte s'efface et qu'on ose être intègre pour soi et pour ceux qu'on aime. Plusieurs années ont passé et la vie de Julien a pris une tournure qu'il n'aurait jamais imaginée. Ce soir-là, sur la Nationale, quand il était encore un simple conducteur de camion chez Transrive. Désormais installé à Lyon, responsable de l'agence, il partage ses semaines entre la gestion d'équipe et les défis d'un secteur en pleine mutation. Sa famille s'est adaptée, ses filles ont grandi, Sophie a trouvé de nouveaux repères, et tous gardent ce lien qui avait été si précieux aux heures les plus tendues. Malgré les nouvelles responsabilités, Julien reste au fond ce même homme discret accroché à ses convictions. Un matin de septembre, alors qu'il doit se rendre à Paris pour une formation, il décide de faire un détour. Il prend la route de la Nationale, celle qu'il n'a pas revue depuis des années. Au volant de sa voiture de fonction, il ralentit en reconnaissant le virage, la station-service et surtout ce petit bout d'accotement où sa vie avait vacillé. Il gare la voiture, coupe le moteur et reste un moment à observer ce paysage banal. Le même lampadaire faiblard, la même borne d'urgence, le même silence coupé par le bruit des voitures au loin. Ce n'est pas le souvenir d'un chèque refusé, ni celui de la promotion ou des applaudissements qui emplit sa poitrine. C'est la mémoire précise de l'angoisse, puis de la sérénité qui avait suivi sa décision. Ce jour-là, Julien n'avait aucune assurance que son honnêteté serait remarquée. Il n'attendait rien. Pourtant, c'est à cet instant, dans la solitude froide de la nuit, qu'il avait osé choisir ce qui lui semblait juste, sans témoin et sans promesse de récompense. Il comprend désormais que c'est dans ces minutes inconnues de tous que se forge le vrai courage, quand il n'y a rien à gagner, rien à prouver à personne, sinon à soi-même. Debout sur l'asphalte, il laisse son regard se perdre à l'horizon. La vie l'a amené loin, et en même temps, tout commence toujours ici, à ce carrefour où l'on décide quel genre de personne on veut devenir. La cicatrice de cette nuit n'est pas douloureuse. Elle est belle, parce qu'elle porte le poids d'un choix digne, et chaque fois qu'il repassera par ce croisement, il saura qu'il a, ce soir-là, ouvert sa route à la seule vraie victoire, être fier de lui, sans regret.